Je m'appelle Maurice Flippo, F-L-I-P-O. Mon père s'appelait également Maurice, c'était la mode à l'époque, hein, et puis les fils aînés, ils s'appelaient souvent du même prénom que leur père. Bon, donc je suis né donc la rue de l'Industrie et j'avais 7 ans à l'évacuation, hein, et, et je suis rentré, on est parti, c'était au mois de mai, avant que les Allemands n'arrivent, et puis on est parti vers la Bretagne. Euh, c'est là que j'ai vu arriver les Allemands à Saint-Brieuc. On s'était rassemblés avec des membres de la famille qui avaient une relation avec Saint-Brieuc. C'est pour ça que des gens de Saint-Brieuc nous ont prêté une grande maison où on s'est retrouvés avec des cousins, des cousines et tout ça pendant plusieurs mois. Et j'ai vu arriver les Allemands à moto sur le boulevard Clémenceau à Saint-Brieuc. Après, on est rentré. Et quand je suis rentré avec mon père pour passer à Abbeville, on a dû descendre de la voiture parce qu'il y avait eu des bombardements et on ne pouvait pas passer. Et on était passé aussi sur un pont de bateau, un pont qui avait sauté sur la route. Et il y avait un pont qui avait été bricolé avec des caissons, je ne sais quoi. Hein, et on arrivait là, puis on a vu que à Tourcoing, il y avait des Allemands qui se promenaient. Hein. Voilà. Oui. Alors, je vous propose de vous livrer un certain nombre de souvenirs et puis de vous donner des anecdotes sur cette période difficile. Donc, en 1940, quand les Allemands sont arrivés, nous avons évacué mes parents, ma sœur et moi. Et quand nous sommes rentrés, nous avions été partis en Normandie. Et quand nous sommes rentrés, eh bien, nous avons trouvé dans notre quartier des maisons qui étaient déjà occupées par les Allemands. Et au numéro 18 de la rue de l'Industrie, juste en face de la maison de mes parents, c'était la maison du notaire de Bosc, dont l'étude était rue de Tournai. Et le notaire de Bosc, il était aussi parti en évacuation, et quand il rentrait, les Allemands avaient occupé sa maison rue de l'Industrie. Et les Allemands qui étaient dans cette maison 18 de la rue de l'Industrie, on les a vus pendant toutes les années d'occupation. Et c'était la file de gendarmerie. Alors la file de gendarmerie, c'est pas les SS, c'est pas des policiers, c'est on dirait en France aujourd'hui, la police des polices. Donc c'était les policiers allemands qui étaient chargés pas tellement des Français, tout ça, mais qui étaient chargés de surveiller les militaires allemands qui évoluaient ici dans le secteur. Alors, pendant la guerre, il y avait beaucoup de choses qui étaient difficiles, à savoir que on avait des privations, il y avait du rationnement, il y avait des difficultés pour l'alimentation. Et ce qui est aujourd'hui, enfin qui était à l'époque et avant, le musée de Tourcoing, qui s'appelle maintenant le MUBA, c'était plus un musée, c'était un bureau qui distribuait les tickets de rationnement aux habitants de Tourcoing. Donc j'allais là avec ma mère chercher des tickets pour avoir du pain, pour avoir du sucre, pour avoir de l'huile, etc.
Et si mes souvenirs sont bons, il y a l'adjoint au maire qui était chargé des approvisionnements. C'était un monsieur Pecre, je crois, qui était là et qui s'occupait de ce truc-là. Alors, ces Allemands, en face de chez nous, ils nous connaissaient, on était des gosses à l'époque. Moi, en rentrant d'évacuation, j'avais 7 ans. 7 ans. Et petit détail, un jour, on était à la fenêtre de notre maison, et puis on voit la fenêtre en face qui s'ouvre, et puis un Allemand, puis on le voit avec un truc à la main. Il nous envoie des caramels, ou des bonbons, je ne sais plus, enfin c'était ça, avec une fronde. Bon, alors je vais raconter ça à ma grand-mère, qui était valenciennoise et qui était veuve. Et sa maison était occupée à Valenciennes aussi, donc elle était venue chez sa fille à Tourcoing. Et alors, ma grand-mère dit, ah, les sales boches, ils sont là, mais tu ne dois pas manger les bonbons parce qu'ils pourraient être empoisonnés. Il faut dire que ma grand-mère, en 1900, pendant la guerre de 14-18, elle avait 2 fils qui ont été mobilisés. Elle avait un fils qui était moine à l'abbaye de Chimay. Et ce moine, il avait fait son service militaire quand il était plus jeune. Et puis quand la guerre s'était déclarée, il a été remobilisé et il a fait toute la guerre jusqu'en septembre 1917, où il a été tué sur l'Isère près de Dixmude. Donc ma grand-mère elle perd son fils, un fils. Elle avait un fils plus jeune qui faisait des études d'architecte à Valenciennes, dont nous avons encore de très très beaux dessins. Et ce garçon, il a été tué aussi dans l'Argonne, près de Vienne-le-Château. Enfin, il est enterré au cimetière de Vienne-le-Château. Et c'était le lendemain de ses 12 ans. Excusez-moi, le lendemain de ses 20 ans. Donc, je vais vous dire que ma grand-mère, elle n'aimait pas les boches. Et alors, ma petite sœur, qui était née en 1940, juste quand on est rentré après l'occupation, elle est née à Tourcoing, puis elle avait 3 ans, et puis elle avait entendu la grand-mère parler des sales boches. Et voilà pas qu'un jour, il y a un Allemand qui sonne et qui demande s'il peut aller sur le balcon de la maison pour passer des fils de téléphone. Alors ma petite sœur qui était là, et puis mes parents ils disent, bah oui, bien sûr, vous pouvez passer, bah oui, mais vous pouvez pas faire autant. Et ma petite sœur qui voit arriver l'Allemand, elle dit, il y a les sales boches qui sont là. Oh là là. Le soir, le téléphone sonne à la maison, et puis mon père prend le téléphone, et qu'est-ce qu'il entend au téléphone? C'est Monsieur Flippo, de Herr Flippo. Eh bien, sale boche. Alors mon père, il dit, qu'est-ce qui se passe, sale boche? Puis le gars, il raccroche. Alors mon père, il était un petit peu inquiet. Mon père, il était étudiant à l'Institut technique roubaisien, qui était un peu le genre de l'école industrielle, enfin ce qu'on appelait l'école industrielle, les lycées à Tourcoing. Il était en section électricité mécanique, mécanique-électricité. Et en 1914, il avait 18 ans et demi, et quand les Allemands sont arrivés, il s'est fait la malle, comme on dit, il est parti, et il s'est engagé pour la durée de la guerre.
Et sa guerre, elle s'est terminée en juillet 19 parce que 3 semaines avant l'armistice de 18, du 11 novembre 18, il avait été grièvement blessé à Condé-sous-Vouziers, c'est dans les Ardennes aussi, dans la Marne. Et donc, il était gravement blessé. Et il est rentré de l'hôpital de Moulins donc en juillet 19. Et alors, pendant la guerre de 40, il était connu comme ancien combattant. Il avait vécu dans les tranchées, il décorait la médaille de Verdun, croix de guerre, médaille militaire, etc., etc. Et il a été chargé de ce qu'on appelait la défense passive dans la ville. La défense passive, c'était de veiller à ce qu'il n'y ait pas, en cas de bombardement ou d'incendie ou je ne sais quoi, de veiller à mettre les moyens de sécurité. Par exemple, on avait fait rue d'Industrie, il avait fait rue d'Industrie des passages entre les maisons pour, quand il y avait des abris, enfin quand les caves servaient d'abri lors des alertes aériennes, parce que qu'est-ce qu'on a vu passer comme avion et qu'est-ce qu'on a entendu passer comme avion. Il y avait des avions qui allaient bombarder l'Allemagne et tout ça. Et puis, je vous dis, je répète, j'ai vu, même de notre jardin, j'ai assisté à des combats d'aviation et de canons allemands qui tiraient. Et un jour, il y a un obus qui tombait au bout de la rue de l'Industrie, d'ailleurs, devant l'usine qui n'existe plus, maintenant qui a été démolie, c'était une teinture. Et donc, on a vu toutes ces choses-là. Donc, en plus, il avait mis des extincteurs quand on pouvait dans les maisons. Puis il avait mis du sable dans les greniers pour, au cas où il y avait quelque chose qui tombait, que les maisons ne puissent pas s'enflammer, etc., etc. Alors la défense passive aussi, il devait veiller à ce que les maisons ne laissent pas filtrer des éclairages par les fenêtres de maison, parce que ça pouvait servir de repère pour les avions. Et alors j'ai assisté aussi avec mon père qui a mis une échelle au second étage de la maison. Elle avait mis une échelle pour qu'on monte sur le toit. Le jour où il y a eu un énorme bombardement sur Courtrai, la ville de Courtrai, on entendait de chez nous des boum-boum pas possibles. Et en même temps, il y avait la gare de l'île de Délivrance qui était bombardée également. Et alors, en montant là sur le toit, on voyait je ne sais plus si c'est les Anglais ou des Américains qui bombardaient. Mais pour voir clair, ils avaient lancé des tas de fusées. Donc le ciel, des fusées lumineuses, par des parachutes, des petits parachutes. Donc le ciel était tout illuminé. Mais alors ça bombardait, ça fait un truc. Il y a eu énormément de décès à Lille, et puis également sur la frontière belge. Voilà. Ouais, c'était. Voilà quelques souvenirs. Eh bien, alors, une chose, les Allemands qui se promenaient en ville, ben, ils en promenaient. Et il fallait faire attention à une chose, c'est que à plusieurs reprises, il y a eu des rafles de civils, enfin de jeunes, qui se sont fait ramasser par les Allemands pour les envoyer en Allemagne, faire du service, le STO, le service du travail obligatoire. Hein. Donc, parce que les Allemands qui faisaient la guerre, ben, évidemment, ils ne pouvaient pas travailler à la production en Allemagne, et ils n'étaient pas fâchés de récupérer des gens. Vous avez les prisonniers de guerre, ça c'est une chose qu'il faut dire aussi. Par exemple, moi j'avais un cousin qui habitait dans la rue de Surmont. La rue de Surmont, c'est la rue qui est juste derrière la mairie, un peu perpendiculaire à la rue de l'Industrie.
Et ben, mon oncle qui habitait là, il avait été mobilisé en 1939 et il a été prisonnier pendant 4 ans. Hein. Donc, et par malheur, je le dis en passant, l'oncle est revenu d'Allemagne très très malade. Il a fini sa vie, on a dû l'amputer d'une jambe parce qu'il il s'était jamais très bien remis de son séjour dans les géoles allemandes. Alors après, ben, il y a eu des menaces. Les Allemands, il ne fallait pas faire le pitre, hein, parce qu'ils vous bouclaient facilement. Hein, hein. Et après, il y a eu le problème du train de l'os, hein, tout ça, là, qui a laissé qui a fait il y a des gens qui sont pas. Ah oui, ce que j'ai vu aussi de mes yeux vus, j'ai vu les Juifs étaient obligés de se promener avec des médailles, pas des médailles, des étoiles sur la poitrine. Et je me souviens très bien avoir vu une personne passer dans la rue de l'Industrie, et puis j'avais remarqué qu'il y avait une étoile. Il y avait eu aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça c'était pendant l'occupation, j'avais une de nos voisines rue de l'Industrie qui avait un mûrier dans son jardin, et je me suis amusé à faire de l'élevage de vers à soie pour me distraire. Et puis je vais chercher chez la voisine des feuilles de mûrier, et puis elle me dit, tiens, c'est bizarre, regarde, Maurice, regarde par la fenêtre, qu'est-ce que c'est que ces gens? Des Allemands qui sont arrivés en civil, en voiture, et qui ont arrêté un médecin qui habitait au numéro 9 de la rue de l'Industrie, en face de chez notre voisine. Tac, là. Et ce qui s'était passé, c'est que les Allemands avaient eu un accrochage avec des gens, je ne sais pas, des FFI ou des gens qui leur avaient créé des problèmes. Ils ont raflé toute une série de médecins dans la région, à Roubaix, à Tourcoing et tout ça. Et puis ils les ont bouclés pendant 3 jours à la piscine, ce qui est enfin aujourd'hui le musée de la piscine à Roubaix. Ils les ont bouclés là-dedans pendant 3 jours. Et là, le docteur en question, je me souviens, il s'appelait le docteur Renard. Et voilà, c'était donc les Allemands, on faisait quand même très attention. Puis on avait la radio qui nous racontait des histoires, on avait les bombardements, on avait, nous, la cave de la maison. Elle servait pour 2 maisons voisines, hein, qui pouvaient communiquer. Quand il y avait des alertes, on descendait à la cave. Hein. Et ça, c'était toujours crainte. On pouvait craindre. Hein. Voilà. Il y a eu aussi un train qui avait été attaqué, un train avec des Allemands qui avait été attaqué à Villeneuve. À l'époque, ça s'appelait Ascq. C'était pas Villeneuve d'Ascq, c'était le village d'Ascq. Et d'ailleurs, on avait un voisin qui s'appelait M. Van Morbeck, qui habitait au numéro, c'était le numéro le 20 de la rue de l'Industrie. Il y avait son bureau là et son habitation. C'était un géomètre expert. Son père était coiffeur à Ascq et son père a été tué. Et ce monsieur Van Morbeck, qu'on connaissait très sympathiquement, vous allez le voir sur le film, on le voit se baisser près du canot. Oui, donc notre voisin face à la maison de mes parents, qui était géomètre expert, M. Van Morbeck, avait son père qui était coiffeur à Ascq, et quand il y a eu le massacre d'Ascq, parce que des FFI avaient, je crois, canardé un train de militaires qui passait, le militaire allemand, et ils se sont vengés. Il y a eu quand même autour de 70 personnes fusillées. Hein. À Ascq, c'était pas triste. Hein. Et voilà. Non, mais ça, c'était des actes de résistance. Détail aussi, je reviens un petit peu là-dessus, sur l'état-major allemand qui était ici, là, puis qui a capté le message de Verlaine.
avec les vers de Verlaine, on ne pouvait pas passer. Quand on était à Tourcoing, si on voulait aller à Lille, le tramway, il s'arrêtait. Hein. Il fallait changer, passer à pied, etc., faire le tour. Et quand on est revenu aussi de l'évacuation, je ne l'ai pas dit, mais c'est un détail, quand on arrivait de Lille pour venir à Tourcoing, eh ben, on ne pouvait pas passer sur le grand boulevard, parce que les Français, ils avaient fait sauter le pont au Château Rouge. Vous voyez le Château Rouge, là? Enfin, ce qu'on appelait le Château Rouge. Hein. Donc le pont avait sauté, et pendant toute la guerre, les tramways, ils venaient de Tourcoing jusque-là. Les gens, ils descendaient, il y avait une passerelle en bois, on les avait fait tout un truc en bois. Et il y avait le Mont-Gilles de l'autre côté, hein, qui faisait le truc de Lille. Machin. Et on a dû passer par la voiture avec mes parents. On a dû passer par le boulevard de Roubaix. Et ils avaient fait sauter aussi à la planche épinois. Donc la planche épinois, c'est à la croix. On est passé dans le lit de la Marque, qui n'est pas très large à cet endroit-là. Hein, ils ont fait sauter aussi le passage de la Marque. Oui. Il y avait aussi, je me souviens, un marchand de porte-plumes qui s'appelait Monsieur Guinter, qui avait son magasin de stylos et tout ça sur la rue Saint-Jacques. La rue Saint-Jacques, une partie de la rue Saint-Jacques, juste le coin là, près de l'ancienne piscine. Et puis il y avait une dame qui s'appelait Madame Berthe Sprier. Je crois qu'elle était juive et elle a été déportée. Et il y a d'ailleurs à Tourcoing une rue Berthe Sprier qui est dans le quartier du Clinquet. Et moi, j'habite pas loin, je passe souvent dans la rue Berthe Sprier, je pense toujours à cette dame qui vendait des chemises, des trucs comme ça, des chapeaux, des trucs. Autant on mettait des chapeaux. Ouais. Et alors, ouais. Les Allemands, ils avaient installé aussi où se trouvait le commissariat de police avant qu'ils ne déménagent là-bas dans l'ancien abattoir de Tourcoing. Le commissariat de police, pendant la guerre, il était dans le bas de la mairie, avec la caserne des pompiers en face. La caserne des pompiers qui est devenue maintenant la piscine de Tourcoing. Hein, la piscine. Donc les pompiers, ils étaient sur le coin, les policiers, ils étaient en bas vers l'arrière, le coin arrière, au coin de la rue de Surmont, puis de la rue de l'Hôtel de Ville. Et les policiers étaient là.
Bon, alors, quand la libération est arrivée, ça c'était, on a vu on entendait les informations, et les Allemands qui s'enfuyaient. On avait, vous verrez dans le film, les Allemands qui étaient ici, dans l'état-major, qui avaient été ceux qui accompagnaient celui qui avait lancé le poème, j'allais dire le poème Verlaine, hein, les violons, etc., etc. Et toute une équipe d'Allemands se sont fait prendre, étaient prisonniers par les FFI. Alors les FFI, ils ont installé des canons autour de la mairie de Tourcoing. Vous allez voir dans le film, au début du film, il y avait dans la gare de Tourcoing un train de munitions qui avait été bombardé, et il y avait des canons qui restaient là. Et alors, ils avaient trouvé un camion d'un marchand de charbon, qui était des vieux camions qui avaient connu la guerre 14-18. Ils avaient accroché deux canons. C'était en fait des canons, je crois, anti-aériens, des trucs comme ça. Vous allez les voir sur le film. Alors, il y avait un canon qui était devant la mairie, on voit sur le film, et un canon derrière la mairie, avec sa gueule, si je puis dire, dirigée vers le fond de la rue de l'Industrie. Voilà. Et alors, les Allemands qui ont été faits prisonniers ici, mais quand les libérateurs, alors on dit les Canadiens ou les Anglais, mais je pense que c'était aussi des Américains, parce que il y avait la première voiture qu'on a vue et vous allez voir sur le film, c'était une petite camionnette avec une étoile américaine là, sur ses portières, et on la voit s'arrêter devant la mairie, et puis derrière on voit arriver une automitrailleuse qui arrive je sais pas, de Lille ou un truc comme ça, qui passe devant la mairie, qui s'arrête pas, qui fait le tour du rond-point. Il y avait un rond-point devant la mairie, qui tourne et qui s'en va par la rue nationale vers Luin, où il y a eu des combats. Et alors, juste avant la libération, juste avant que ces militaires libérateurs arrivent, les Allemands avaient installé une mitrailleuse dans la rue nationale, mais assez vers le bout, là où il y a maintenant l'école des douanes, et puis le monument à la bataille de Tourcoing de 1800, enfin du temps de Napoléon. Et les Allemands tiraient, et sur la mairie de Tourcoing, si vous regardez encore maintenant, quand vous êtes à l'angle disons au bord vous tournez le dos à la rue nationale et vous regardez la mairie, vous voyez encore des petites traces blanches, c'est les balles des Allemands. Et il y a un FFI qui était ou quelqu'un qui était à la fenêtre de la mairie qui a été tué. Et sur le bord des marches de la mairie, vous verrez les marches qui sont vers la rue nationale, il y a un espèce de panneau souvenir qui annonce le décès de quelqu'un qui a été tué là. Et il y a eu dans la rue de Paris aussi des gens qui ont été tués par des Allemands qui s'enfuyaient. Et j'ai un monsieur, mais je crois qu'il est très fatigué maintenant, qui s'appelait le monsieur de Senac, qui était plus âgé que moi, et qui était d'une équipe de scouts, qui étaient des soignants, si vous voulez, des infirmiers. Et il était dans la rue de Paris, et puis il a vu
un habitant qui était en train de balayer son trottoir. Il y a des Allemands qui passent, je ne sais plus si c'était, je sais pas si c'était en voiture ou bien à moto ou autrement. Et puis cet habitant, il y a eu la bêtise de prendre son marlet, de mettre les Allemands en joue avec son balai. Ça n'a pas loupé, les Allemands, ils ont tiré sur lui, puis le type, il a été tué là. Il y a eu un certain nombre de décès français parmi les FFI ou des patients comme ça, des habitants qui ont été imprudents de se promener à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Bon, il y a eu la libération. On a eu pendant au moins encore 2 années des restrictions et des distributions de tickets et tout le bazar. Et la période n'était pas facile. Ben, il y a eu forcément des collaborations, enfin des gens qui ont essayé ben, vous verrez, disons, sur le film, à la Libération, vous verrez un certain nombre de personnes du sexe féminin qui remontent la rue encadrées par des policiers et puis un certain nombre de gens qui vocifèrent, qui étaient un peu copines avec des Allemands. Donc, et ils n'avaient plus beaucoup de cheveux. Hein. Bon, ça fait partie, mais enfin, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, on n'est pas gâté. Hein. Bon, voilà. Donc, Comment avez-vous vécu la libération de Tourcoing? ben, la libération, on était joyeux d'abord, on était contents. On recevait l'avance des troupes et tout ça, on était quand même un peu au courant. Et ben, on était contents parce que, si vous voulez, je vous ai dit, pendant la guerre, il y avait les tickets, on était privé de beaucoup de choses, on ne pouvait pas trop se promener. Hein. En fait, on pouvait pas descendre dans le sud de la France et tout ça. Les vacances, il fallait rester dans le coin, hein, ici. Hein. Moi, j'étais colonie de vacances, c'était à Verlinghem. Hein, on ne partait pas aujourd'hui. Ouais, c'était. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Bah, je vous en ai déjà dit pas mal. Oui, c'est très bien. Sur le film de la Libération, on va voir un policier français au moment où les libérateurs arrivent, qui fait un peu la circulation avec son gros képi. Il s'appelait, je me souviens, il s'appelait Monsieur de Romelard. Hein, c'était le commissaire de Romelard, hein, qui était là pendant le premier et à la Libération. À la fin, quand le film reçoit les libérateurs quelques jours après la Libération, et les membres, disons, du conseil municipal qui descendent, il y avait Monsieur Paris qui était le futur maire de Tourcoing. C'était maire du Parti socialiste à Tourcoing, Monsieur Paris, qu'on voit. Et mon père, qui avait son atelier de moteur électrique là-bas à Roubaix, avait un ouvrier qui était un tourneur, qui s'appelait Louis Lallemand. Et ce Louis Lallemand, il a été conseiller municipal, à Tourcoing. Et les communistes les gens du Parti communiste étaient très mal vus des Allemands. Et alors, quand Louis Lallemand était au travail à Roubaix,
C'est dans la rue du Fort, en face de ce qui était le bâtiment de fil d'art après. Il était convenu avec lui que s'il y avait les Allemands qui arrivaient à l'atelier parce qu'ils avaient flairé qu'il était là, qu'il travaillait là, il y avait une sonnerie qui marchait pour qu'ils puissent s'enfuir dans le fond de l'atelier. Il y avait un passage avec des cours derrière, des cours, ce qu'on appelait les courets. Donc ils se retrouvaient dans la rue parallèle à la rue du Fort. Donc là, mon père, il protégeait, si je puis dire, c'était pas un résistant, mais c'était un homme qui était d'un parti qui était vraiment l'abattoir des Allemands. Ah oui. Alors je peux vous dire que le film, mon père a filmé ça avec une petite caméra Kodak qu'il avait achetée en 1937 sur la place de Tourcoing, un photographe qui était en même temps opticien, et il y avait acheté cette caméra Kodak. C'était un film de 8 mm, et mon père avait conservé quelques films en se disant, le jour où Tourcoing sera libéré, eh ben, je vais pouvoir filmer un petit peu ça. C'est comme ça que et ce film, eh bien, je l'ai toujours, l'original, et à partir de l'original, on l'a fait remettre par un laboratoire sur des disques, des DVD, et puis après sur des clés USB, dont la clé USB que je vous ai donnée. Voilà. Donc. Merci beaucoup. Merci. Bon, ça suffit, hein, je crois. Oui, c'est très bien. Voilà.
s'il te plaît. C'est par là. Oui, pardon. On va visionner le film.